Bonjour, je m'appelle Juan Kimetarks, artiste et architecte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dimension fantasmatique entre théorie et création. Il ne s'agit pas simplement d'une théorie qui intervient ou qui fonde la création, mais de montrer, à partir de mon projet doctoral, comment des idées théoriques passent par le fantasme pour devenir des œuvres. Pour rendre ma présentation plus efficace, j'ai placé les mots-clés à gauche de chaque page, les images et les schémas à droite, et la bibliographie principale en bas. En blanc, vous voyez mes propres opinions ou celles avec lesquelles je suis d'accord. En gris, celles que je considère comme discutables. Comment une idée devient-elle une création? Pour répondre à cette question initiale, j'évite les approches centrées sur le créateur, c'est-à-dire ni anthropocentriques ni constructivistes. Par contre, je m'intéresse aux idées qui interpellent la personne créatrice et œuvres qui la captivent. Alors, ma perspective s'appuie sur le nouveau réalisme spéculatif. Dans mon projet, l'idée devenue création, à travers l'espace fantasmatique, prend la forme d'une note fictive, dans mon petit traité spéculatif, ma production créative. Les idées elles-mêmes deviennent œuvres, comme une pensée devant peinture, où l'idée se fait image. Voilà, la tour de Babel des amorvores, des êtres qui dévorent l'amour. Indiquer note fictive, image, récit. Je voudrais illustrer ce processus à travers mon projet doctoral. Pour une architecture incarnée, spéculation théorique, picturale et narrative visant à promouvoir l'émergence d'une architecture fantasmatique. Je vais présenter brièvement mon projet doctoral. Mon hypothèse est que, dans l'architecture moderniste, surtout rationaliste fonctionnaliste, l'espace architectural agit comme une idéologie cachée. La phénoménologie architecturale a critiqué le modernisme, mais sans en voir le spatialisme, et donc sans constituer une réelle voie postmoderne critique. En alternative, je propose l'architecture incarnée comme thème, et l'architecture fantasmatique comme méthode, afin de dépasser ce spatiocentrisme en architecture. Je souhaite tirer la conclusion, pour la thèse, suivante. L'espace architectural dissimulé fonctionne comme une offrande à la rationalité moderne, et ce qui en est exclu, c'est le bâtiment lui-même, devenu un homo sacé, impossible à consacrer à la modernité architecturale. Cette idée repose sur la philosophie politico-théologique d'Agamben, à laquelle j'ajoute le pôle de la chose, en ouvrant une dimension esthétique, pour fonder mon nouveau réalisme spéculatif, appliqué ensuite à l'architecture. Aujourd'hui, je souhaite expliquer comment l'architecture fantasmatique se constitue en tant que méthodologie, dans le cadre de ce contenu. Mon projet produira une thèse théorique et un petit traité spéculatif artistique, composé de récits et de dessins. Au départ, je concevais la thèse au sommet de ce triangle, et à la base, les récits et dessins du petit traité en tant qu'œuvre de création, en définissant leurs relations. Donne le temps à lire. Cela m'a conduit à la question suivante. La thèse définit-elle ma création comme agent subjectif, ou la détermine-t-elle comme agent prédicatif? Le défi est de maintenir ensemble l'universalité de la thèse et la singularité de l'œuvre. Pour répondre à cette question, j'ai déplacé le schéma thèse-création vers un schéma herméneutique, idée-image-texte. Ce n'est pas un simple déplacement conceptuel, mais l'ouverture d'une nouvelle sphère grâce au marquage par signature. Par exemple, j'ai relié architecture visionnaire, architecture de papier, architecture narrative, à idée, image, texte. J'introduis ici les notions théologiques d'incarnation et de théophanie. Dieu apparaît par scission, notamment dans l'incarnation. Cela fonde un schéma trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Par analogie, l'idée se manifeste sous forme d'image par le processus d'incarnation. Je dis « idée » plutôt que « pensée », car l'idée se manifeste comme une épiphanie qui interpelle une activité mentale de l'humain,
comme la théophanie. Ensuite, je m'appuie sur la théologie naturelle de Gilson, où le schéma trinitaire devient un schéma ontologique. Essence, substance, existence. Dans ce schéma herméneutique, l'image et le texte correspondent à l'œuvre d'art, mon petit traité artistique. Dans mon interprétation ontologique, l'épistémologie moderniste a perdu le lien entre substance et existence. C'est le maillon esthétique manquant. C'est sur ce manque que je fonde mon désir de création. Pour retrouver ce lien, j'introduis la notion ontologique d'accident, un attribut qui s'oppose à l'essence tout en lui correspondant. Cela ouvre un espace de création, et si je parle d'accident plutôt que de contingence, c'est parce qu'il s'agit ici des attributs de l'être, et non de ses conditions d'existence. Ainsi apparaît un nouveau schéma. Idée, texte, image, désir. La scission trinitaire s'accompagne de choses dénommées, incarnées et animées, ainsi que de la chose en soi, qui se tient face à Dieu, considérée comme un ensemble d'individus radicaux. On y ajoute, pour l'architecture imaginaire. Et maintenant, je soulève les deux sommets de ces deux triangles dans l'espace tridimensionnel. Essence substance existence et accident substance existence, soit idée image texte et désir image texte. Montré avec laser, le premier est stable, avec l'esprit, forme et le second fluide, avec le corps, informe. Je définis que ce schéma est spéculatif, car il tente d'accéder au divin et à la chose. Entre les deux bases triangulaires se trouve l'œuvre d'art en tant qu'un pli, et c'est dans cet entre-deux que surgit un espace vide de potentialité. L'idée ne descend pas directement dans l'œuvre. Elle traverse cet espace fluide, devient informe et s'incarne par le processus d'adaptation. Le champ fantasmatique, c'est l'espace où l'idée et le désir coagissent, où l'esprit et le corps résonnent ensemble. Le fantasme échappe à la logique binaire du modernisme et ne se réduit pas à l'image kantienne. C'est un hybride d'image et de forme, une cogitatio née de la coagitation de l'intellect spirituel et du sens corporel. Les idées traversent le champ fantasmatique, s'habillent de désir et atteignent l'image et le texte. Dans mon projet, cela devient la note fictive. Ici, la note renvoie à l'idée par l'esprit, le fictive au désir par le corps. Les références archétypiques de la note fictive sont Zarathustra de Nietzsche, le chevalier le cerf dans les ombres errantes de Quignard et Telon, Herber, Orbis Tertius, et la postface de 1947 de Borges. Mais il s'agit seulement de modèles, car ils n'apparaissent pas directement comme un ensemble de la réalité dans les œuvres d'art. Je ne mentionnerai que la première ici. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche transmet sa pensée par un personnage fictif. Une adaptation narrative sans note fictive explicite. La référence apparaît plutôt dans Ecce Homo, où il décrit la santé, l'esprit dionysiaque et l'incarnation du surhomme en Zarathustra. Ce chapitre réunit éléments auto-ethnographiques et fantasmatiques, et je souhaite l'intégrer à mon petit traité spéculatif. Enfin, encore. La tour de Babel des amorvores, des êtres qui dévorent l'amour. Regardons-le à nouveau, il y a le dessin et le récit. Je relie l'idée d'une tour sans vide de Hegel avec la conception d'Avicenne d'un Dieu pleinement constitué. On voit ici le note fictive. Dans mon récit, la tour de Babel est construite comme un édifice plein, porté par le désir de plénitude divine des amorvores. Bien sûr, dans l'histoire suivante, vous pourrez découvrir comment un vide apparaît dans cette tour et comment elle rencontre l'abîme. Ici, le récit, l'image et la note fictive forment ensemble mon petit traité spéculatif avec la thèse dans laquelle se trouvent des contenus théoriques. La note fictive n'est pas un simple jeu métaphysique. C'est une idée fantasmée qui s'incarne réellement dans l'œuvre, devenant substantielle et existentielle.
C'est un exemple de la façon dont l'essence, en gardant sa quiddité, devient réalité, une œuvre d'art. Enfin, en préparant cette présentation, j'ai été amené à réfléchir à d'autres possibilités de la méthodologie. Pour moi, la méthodologie n'est pas simplement un cadre prédéfini qui sert à organiser des informations et à construire une pensée de manière rigide. Comme le montre l'exemple de l'architecture fantasmatique en tant que méthodologie, la méthodologie peut également être quelque dispositif que l'on découvre à la fin d'un itinéraire, en lien avec un thème à aborder. Je vous remercie, c'était One Kimetalks.